Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui n'a pas lieu, c'est-à-dire du banquet funéraire qui est rejeté, qui est nié, et même de tout type de consommation, que ce soit le repas familial ou individuel, qui est considéré aussi comme une forme de consommation, les relations sexuelles, etc. Le tabac, enfin fumer également, voilà. Tout ça pendant les funérailles, la veillée funéraire. Et même d'une consommation allégée pendant la période de deuil. Par exemple, nous verrons qu'en ce qui concerne l'ingestion de nourriture, les produits carnés et les aliments préférés du défunt sont prohibés sous peine de sanctions sociales. Une mise au banc ou, ce qui est très grave également, les ragots. Alors, pour cela, je vais m'appuyer en premier lieu sur la crainte viscérale que les tziganes, de manière générale, ce qu'on appelle les tziganes, ressentent à l'égard des morts. Et je vais vous parler donc plus particulièrement des gitans andalous. Donc après un terrain de 3 ans à Grenade, dans la ville de Grenade, de la province de Grenade, sur les conseils d'une amie avocate et gitane, j'ai décidé de me rendre à Morote, un petit bourg rural de la province de Grenade, où les gitans étaient, selon elle, si étranges. Leur singularité résidait, selon elle, dans leur apparence physique et leur façon de danser si particulière. Je la cite. Ces gitans sont très différents de nous. Ils sont petits, très bruns, et ils ont une façon très particulière de danser. Tu devrais aller les voir. Ils ressemblent aux aborigènes d'Australie. De même, les gitans des municipalités voisines considèrent leur mode de vie comme primitif. Les femmes portaient jusqu'à il y a très peu de temps des jupes longues, traditionnelles, et pour les veuves, les stigmates de leur deuil jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire une certaine austérité dans leur comportement, des vêtements noirs, dont le foulard noir couvrant des cheveux courts, donc les cheveux sont coupés, et parfois pieds nus. Cette supposée primitivité est d'autant plus mieux affirmée, selon eux, que contrairement à la majorité des gitans d'Espagne, donc d'après des études, des travaux qu'on peut lire, et puis par rapport également à mes propres observations dans la ville de Grenade, ceux de Morote pratiquent le mariage par rate sans adopter la défloration rituelle de la jeune mariée lors de ses noces. Donc ça, en Espagne, c'est très très rare. Généralement, le mariage qui est aussi pratiqué par rate, mais c'est un rate fin en réalité. Donc la jeune fille n'est pas déflorée, et ensuite une défloration rituelle, ce qui n'est pas le cas ici, où il y a consommation du mariage dès la nuit du rate. Ma curiosité fortement éveillée, donc ce qui veut dire que pour eux, effectivement, ce sont des primitifs. Pardon. Donc, ma curiosité fortement éveillée, j'entame un voyage de près de 3 heures dans un autobus qui traverse au rythme de la musique espagnole qui s'échappe de la radio, de typiques paysages de l'Andalousie orientale, sec et vallonné. Je parviens ainsi à Morote, petite ville d'environ 8300 âmes. Là, j'essaie de comprendre, avant mon retour en France, qui était prévu pour quelques jours pour l'écriture de ma thèse, après mes 3 ans passés à Grenade, les raisons pour lesquelles les familles gitanes de ce bourg suscitent autant de circonspection auprès des gitans de Grenade. Et finalement, je m'y installe pour 2 ans, dans une petite maison, située dans un des quartiers dits gitans de Morote. Et 2 ans plus tard, je reviens dans la région et je vais à San Juan, situé à une 50aine de kilomètres de Morote, plus en amont dans les montagnes, pour recueillir de nouvelles données auprès des familles de ce bourg, aux nombreux liens de consanguinité, d'affinité avec ceux de Morote. Donc, il y a évidemment, pétri de littérature anthropologique, j'imaginais peut-être un système à moitié, ce n'était pas le cas. Donc, fiers descendants de Maquignon, les gitans de ces bourgs sont actuellement ouvriers agricoles et sporadiquement vanniers. Ils sont ainsi une bonne partie de l'année loin de leur foyer, partis parfois quelques mois à 2 voire 3 centaines de kilomètres. Donc à Morote, installé au centre du quartier, près de la place de l'église, donc place stratégique, je constate de fréquentes allées et venues entre chaque maison. Cependant, on refuse poliment mes invitations à prendre un café,
alors qu'une certaine confiance est visiblement déjà installée avec nombre de mes informateurs chez lesquels j'allais régulièrement pour prendre un café. Ils restaient généralement sur le pas de ma porte. Nous devisions alors, parfois pendant des heures, assis sur le perron. Un jour, l'un d'eux m'avoua finalement quel en était l'empêchement. Un homme était décédé 2 ans auparavant à l'intérieur de cette maison. Les mois s'écoulant, les liens d'amitié se renforçant, certaines jeunes femmes acceptent finalement, avec beaucoup d'hésitation tout de même, de franchir le seuil de la porte. Cependant, en état d'alerte permanent, elles sursautaient au moindre bruissement, au moindre souffle. Alors, voilà, pardon. Pour les gitans, toute mort est un drame majeur, non seulement pour toute la famille, mais également pour tous les gitans de la communauté, généralement liés par de multiples liens de consanguinité et d'affinité. De la sorte, lorsqu'un gitan est moribond, tous accourent du lieu où il se trouvait, parfois parcourant près de 200 km afin de témoigner leur soutien à la famille et de régler les affaires en cours avec le défunt. À son décès, commence la veillée funéraire qui dure généralement 2 ou 3 jours. La dépouille est installée dans une pièce proche de l'entrée, c'est-à-dire dans un espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, entre les femmes à l'intérieur et les hommes à l'extérieur. De la sorte, le défunt est seul la plupart du temps. La paix du repos du défunt implique pour ses proches de s'interdire de jouir des plaisirs terrestres, surtout ceux qu'appréciait particulièrement le défunt. Le tabac, l'alcool, certains mets, la musique. Ainsi, tout repas est banni. Seule une quantité astronomique de café est ingérée par les proches du défunt jusqu'à l'inhumation du corps. Les consanguins et alliés plus éloignés prétextent souvent un appel téléphonique urgent, un mandao, ce qu'ils appellent un mandao, c'est-à-dire un déplacement pour affaires, pour se nourrir discrètement. Pour les gitans, tout cela démontre leur respect, ils disent le respeto, envers le défunt et sa famille. Mais ce terme en espagnol a 2 sens. Respeto veut dire à la fois déférence et crainte. Plus personne ne prononce le surnom du défunt. La raison invoquée est que le disparu pourrait revenir, attiré par la sonorité de son surnom ou par ses moments de joie. En réalité, l'amorce de tout moment de partage de biens, qu'il soit symbolique ou matériel, lorsque les liens avec le défunt n'ont pas encore été estompés par le temps, pourrait le faire revenir et le réintégrer dans une relation avec les vivants. C'est que ces actes pourraient entraîner ces derniers parmi les morts ou le mort parmi les vivants, et donc donner lieu à un moulo, c'est-à-dire un revenant. Par là, la discontinuité entre le monde des vivants et celui des morts serait remise en question. En réalité, les morts font partie de la mécanique des échanges, donc ils doivent être écartés via de multiples procédés qui progressivement vont les extraire du corps social, leur ôter leur identité sociale en somme. Cette extirpation du monde des vivants est longue et rude, d'où la crainte perpétuelle de leur retour. Celle-ci dépend en grande partie des actes de rupture effectués par les vivants. En fait, les gitans ne peuvent jamais être tout à fait sûrs de l'achèvement du processus d'extraction. Cela est une affaire subjective et explique en partie les variations de la durée de deuil et sa levée progressive. Les gitans affirment que la durée de deuil dépend du degré d'affection, qualité hautement valorisée, puisqu'associée à la générosité qui unissait le mort au vivant. Les multiples formes de manifestation du mort parmi les vivants, donc les revenants, les apparitions dans les rêves, etc., expriment le seul fait indubitable pour eux. Malgré le refus de poursuivre ou d'établir des liens avec les morts, le processus d'extraction n'est pas encore achevé. Seule l'absence des morts parmi les vivants, donc dans les rêves et les apparitions, signifiera la réelle fin du processus de séparation, c'est-à-dire lorsque le vivant aura achevé son travail de deuil. Pour cela, plus aucune dette ne doit subsister, afin d'éviter le retour du mort ou de sa propre mort. Pour cela, plusieurs mesures sont nécessaires, et en particulier, donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, en introduction, le refus du partage de nourriture. Mais avant de développer ce dernier point, voyons en premier lieu le contexte cosmologique général dans lequel il s'inscrit.
En effet, à Morote et à San Juan, les gitans valorisent particulièrement les individus reconnus pour leur générosité, c'est-à-dire leur propension présupposée ou observée à distribuer des biens et à leur promptitude à rendre service. Je suis en train de voir que je n'ai pas du tout passé les images. Donc là, vous voyez où se trouve San Juan et Morote. Alors, c'est pas très précis, mais c'est voulu, parce que j'ai préféré garder l'anonymat de ces familles, parce que j'utilise les noms et les surnoms dans ma thèse. Voilà. Donc, à Morote et San Juan, donc, les gitans valorisent particulièrement les individus reconnus pour leur générosité, c'est-à-dire leur propension présupposée ou observée à distribuer du bien et leur promptitude à rendre service. Selon Marcel Mauss, le don place le donataire en position subalterne par rapport à son donateur. Suivant cette même logique, les gitans réputés généreux acquièrent au sein du groupe une légitimité sociale supérieure. Mais attention, cette légitimité ne peut être que temporaire, puisqu'elle est rapidement contrebalancée par un contrôle. Parallèlement à cette hiérarchisation performative, les gitans de ces bourgs, en fonction de leur nature, c'est-à-dire ils ont une nature à la naissance plus ou moins généreuse, c'est leur nature qui leur acquiert cette qualité. Donc, par exemple, il y a une distinction entre les êtres humains, les animaux, parce que j'ai une classification. Ça, ce sont donc des informations générales. Là, je vous les passe tout doucement. Voilà. Donc ça, c'est là où vivaient les gitans par le passé. Donc, ils vivaient dans les cavités de la roche. Donc ça, c'est le quartier des Cuevas de Morote. Donc, à Morote, ils vivent dans des maisons troglodytiques, pardon. Oh, elle s'est inversée la photo. Donc, c'est juste du linge étendu devant une maison. Donc là, c'est 2 cuevas. Vous voyez, c'est les portes d'entrée. Alors là, c'est l'intérieur, avec la chambre d'une jeune fille. Donc là, c'est San Juan. Donc à San Juan, ce sont des maisons. Voilà, voici la classification des êtres vivants. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, les classifications, donc, il y a les identités acquises à la naissance, donc ce sont des catégories pensées comme naturelles. Donc, il y a les animaux, les êtres humains, et parmi les êtres humains, donc la plus grosse, bon, bien sûr, il y a les êtres vivants. Donc, parmi les êtres vivants, on distingue les animaux des êtres humains. Parmi les êtres humains, on va distinguer les hommes des femmes. Parmi les hommes et les femmes, on va distinguer, pardon, avant ça, il y a les gitans et non-gitans. Ensuite, on distingue les hommes et femmes. Donc, dans les femmes, on va distinguer les femmes mariées et non mariées. Et parmi les hommes également, les mariés et non mariés. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes peuvent devenir ce qu'on appelle des gitans pour de vrai. Ils peuvent atteindre le statut ultime de la plus grande gitanité. Parce que plus on monte dans la hiérarchie et plus on est gitan, parce que plus on monte dans la hiérarchie et plus on a fait preuve de générosité. Voilà. Parce que c'est plus on monte dans la hiérarchie, plus on est amené à organiser des festins en particulier, sauf les funérailles bien évidemment. Voilà. Alors, les membres des catégories supérieures sont donc, comme je vous disais, sont pensés comme étant plus généreux, puisque plus proches de l'idéal gitan, du vrai gitan. Voilà. Alors, ça concerne les hommes gitans d'âge mûr. Voilà. Les hommes et les femmes des non-gitans suivent des parcours parallèles, sauf que les hommes non-gitans n'atteignent jamais le stade ultime de la plénitude identitaire. Voilà. Au sein de chaque catégorie règne une égalité de statut. Donc, entre les hommes mariés, par exemple, ou entre les femmes mariées, ainsi de suite.
Entre eux, il existe des échanges de type égalitaire dans une société, donc la structure générale est fortement hiérarchisée. Donc, lorsqu'un individu décède, les liens entretenus avec lui, d'autant plus avec ses pairs, PAIRS, doivent être brisés, puisque à tout moment, il y a le risque qu'il y ait un contre-don demandé. Donc, il faut, donc comme disent les gitans, essayer d'oublier ses morts. Mais comment peut-on oublier ses morts? Donc après leur inhumation, et cela pendant un certain nombre d'années, donc comme je disais tout à l'heure, on ne les nomme plus. Des parents proches prolongeront cet interdit jusqu'à parfois la fin de leur vie. Par conséquent, les sobriquets de tout individu décédé sont également proscrits. Les surnoms familiaux, qui sont généralement des sobriquets d'hommes transmis en ligne agnatique aux générations inférieures, sont effacés de tout propos et ne peuvent plus être transmis. Donc, je vais te mettre ça juste après. Voilà. Seuls les gitans qui n'ont pas de contact régulier avec les familles endeuillées et qui, par conséquent, ne sont pas en relation d'échange avec elles, peuvent continuer à appeler leurs membres par le surnom du disparu. Donc, les diverses techniques d'oubli concernent les individus qui, dans les faits, garderont longtemps un lien émotionnel avec le défunt, c'est-à-dire ceux qui ne l'oublieront jamais. À la mort de l'éponyme, ses fils, généralement déjà pères, deviennent à leur tour des éponymes en transmettant leurs propres surnoms individuels à leurs enfants, filles et garçons, et à leurs petits-enfants en ligne agnatique. Les surnoms familiaux disparaissent donc généralement des discours au bout de 3 voire 4 générations. Les biens matériels ayant appartenu au défunt doivent aussi disparaître, surtout ceux ayant partagé l'intimité du défunt. Ainsi, la canne, ou ce qu'on appelle la garrota, qui est le tronc, généralement le tronc d'un jeune olivier qu'on va arracher avec ses racines, et ensuite il va être préparé, sculpté, verni, voilà. Et plus l'olivier était important, plus ça a demandé de l'effort des efforts pour le retirer du sol, et plus son propriétaire en retirera du prestige. Donc la garrota, signe ostentatoire de la sagesse, la voiture, la moto, mais aussi les vêtements, les couverts personnels, les verres personnels, parfois même l'ancien foyer du décédé, tout ça, sont emmurés, sont enterrés ou sont brûlés. Ainsi, Raphaël me raconte qu'à la mort de son père, grand amateur de canne, l'ensemble de ses bâtons ont été dissimulés dans une pièce vide, ensuite emmurés, de son ultime demeure, occupée ensuite par sa veuve. L'idée de les calciner leur était insupportable. Cette dernière ne put habiter longtemps dans ce foyer, qu'elle a dû quitter malgré ses soucis financiers, parce qu'elle faisait de constants cauchemars et voyait apparaître son mari. Aidés par les services sociaux, ses enfants, aux revenus incertains, la placèrent donc dans une résidence de personnes âgées, où le gîte et le couvert sont assurés. Les photographies où apparaît le défunt sont également, entre guillemets, oubliées. Elles sont conservées précieusement à l'abri des regards par les femmes qui, parfois, rarement, les détruisent. C'est que les photographies, comme les miroirs, sont censées maintenir un lien étroit avec l'image qu'elles représentent. Ainsi, il n'est pas rare qu'une mère porte en médaillon le portrait d'un de ses fils qui a dû s'éloigner pour raisons professionnelles et qu'elle le regarde, lui parle, l'embrasse quotidiennement jusqu'au retour du fils. De même, pendant la veillée funéraire, tous les miroirs de la maisonnée sont recouverts d'un voile sombre afin de ne pas retenir le défunt et son image. Dans ce contexte, on va voir pourquoi le partage de nourriture est banni pendant la veillée funéraire. Pourtant, je voulais préciser que le banquet cérémoniel est un moment très important qui rythme toutes les étapes de la vie chez les gitans. Ainsi, lors d'une naissance, d'un mariage, de fête ou de pèlerinage religieux, la nuit de la Saint-Jean, qui est considérée pour les gitans comme une fête gitane,
La fête des Gitans, c'est-à-dire la célébration de la date anniversaire de l'arrivée des Gitans en Espagne, d'après les documents retrouvés, lors de festivals flamenco ou de retrouvailles après une longue séparation. Les familles gitanes espagnoles ont l'habitude de célébrer ces événements par de copieux repas où trône en place principale l'aliment carné, généralement du porc. Donc, faire un grand repas, donc le terme utilisé c'est una comida, même si comida veut dire juste repas, dans ce contexte-là, ça veut dire un très grand repas. Donc faire una comida est pour les gitans essentiel pour asseoir son autorité et son prestige, même si c'est temporaire. Les hommes affirment par là leur générosité au sein du groupe et parfois au-delà. Ainsi, la générosité est régulièrement jaugée par des questions concernant la quantité et qualité des victuailles offertes lors de ces célébrations, et les commentaires et comparaisons vont circuler longtemps dans la communauté. Par exemple, quand on assiste à un banquet, on va généralement nous poser des questions sur ce qui était présenté aux convives. Et puis après, il va y avoir des commentaires pendant un certain temps. En réalité, pour les gitans, la commensalité représente avant tout la mise en pratique du don fondateur, qui est le don de procréateur. J'ai compris ce lien un jour entre indigestion, digestion et procréation. Pas indigestion, pardon. Ingestion, digestion et procréation. Lors d'une conversation avec Esperanza, donc une gitane âgée à peu près à l'époque d'une soixantaine d'années, où elle me parlait d'énormément de choses de cette amie, et puis j'ai un petit peu déconnecté, puis d'un coup elle me dit, je reviens à moi quand elle me dit, attention, tu sais, quand tu as tes règles, il ne faut pas pétrir de pain. Les coups répétés de ton ventre contre les rebords de la table risquent de coaguler ton sang. Alors tu peux devenir enceinte. Alors j'étais étonnée, je lui dis, mais on ne peut pétrir aucune pâte? Et elle me répond, si, les tortas et les burullos, mais pas le pain ni les beignets. Alors, quelle est la différence entre les tortas et burullos et le pain et les beignets? C'est contrairement à ces deux derniers, on ne met pas de ferment, donc de levain, dans les galettes, les tortas et les burullos. Contrairement donc aux beignets ou au pain, où la pâte gonfle. De même, le premier gitan, ça c'est les hommes qui racontent ça, le premier gitan serait né lors d'un coup de pied que Dieu aurait administré à un excrément d'équidé, un cheval en l'occurrence, en émettant simultanément une flatulence. Donc en fait, dans ces discours, apparaît l'importance comme le souffle ou le vent, comme une semence vitale. Ce jour-là, donc, au détour d'une conversation anodine, j'ai pris conscience de l'existence d'un lien analogique étroit entre procréation et cycle digestif, et en premier lieu de l'importance du ferment souffle comme référent génésique au sein de cette population. Il a été relevé par ailleurs que la viande et la graisse sont associées au sang et au liquide séminal et qu'elles sont censées nourrir. Je vous renvoie pour ça aux études de Caterina Pasqualino sur les gitans du sud de l'Espagne, mais de la province de Cadix. Donc, le don primordial est celui effectué par les hommes lors de la relation sexuelle, pensé comme étant un acte fondamentalement lié à la procréation. Il s'agit du sperme, pensé comme étant la quintessence pneumatique du sang masculin. Donc, je vais vous montrer un petit schéma. Ah, alors, est-ce qu'il est ce schéma? Ah, le voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, le sperme serait du sang circulatoire qui, en passant par les poumons, se purifierait et deviendrait une sorte de substance pneumatique transformée ensuite en sperme. Voilà.
Donc ce don, donc lors de la relation sexuelle, ce don de souffle génésique dans le corps des femmes rapproche les hommes de la qualité divine. Le monde du séculier et du spirituel s'unissent dans la corporité même des hommes. Leur corps apparaît ainsi comme l'ossature d'un temple protégeant la substance génésique divine. Alors, dès lors, pendant les relations sexuelles, les hommes transmettent leur sang à leur progéniture au cours de sa conception, comme vous pourriez voir sur le schéma. Par ailleurs, les épouses bénéficient également de cet apport spermatique au prix d'un travail, c'est exprimé comme ça, un trabajo, intensif des hommes qui nourrit ainsi le corps des femmes. Les femmes se moquent d'ailleurs malicieusement de celles qui laissent apparaître quelques rondeurs, qui sont par là supposées accomplir leur devoir conjugal, alors qu'ils ne seraient plus requis. On va dire, qu'est-ce qu'elle est devenue jeune, de manière très ironique, que nueva se ha puesto. En fait, les femmes qui sont censées grossir après un rapport sexuel sont surtout celles qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus enfanter. Donc, les femmes ménopausées, par exemple, non utilisées, le sperme est stocké sous forme de graisse dans le corps des femmes et faisant par là grossir et donc paraître plus jeune. Le don de nourriture et le principe vital sont donc étroitement liés. Accepter de poursuivre des dons avec les trépassés, n'est-ce donc pas accepter leur implication dans la perpétuation du groupe et permettre, comme le souligne Descola, une emprise des défunts ou ancêtres dans le monde des vivants, c'est-à-dire accepter la transmission de type vertical. En effet, le banquet ou festin, partie intégrante de nombre de rituels, est un moment de réjouissance essentiel qui, en s'inscrivant aux instants charnières de la vie des individus et groupes, parfois potentiellement néfastes, représente l'un des moments privilégiés de réification et de renouvellement des liens intracommunautaires et crée par là un sentiment d'appartenance à une communitas. Je vous renvoie à la définition de Turner. C'est également le lieu privilégié où s'opèrent de multiples négociations et contestations et par conséquent où les changements politiques et économiques prennent racine. Ici, je vous renvoie au texte, magnifique texte de Michael Dittler sur le festin. C'est que le déroulement, la place des individus, les mets préparés et partagés d'un banquet, révèle la structure sociale de la société ou du groupe concerné, d'autant plus lors des repas funéraires. Ainsi, comme précisaient Alain Testard et Jean-Louis Bruno dans leur texte Dons, banquets et funérailles chez les Traces, je cite, « Nous pensons que les pratiques funéraires traduisent au plus près les grandes tendances d'une société, qu'elles expriment à leur manière, mais de façon assez fine et fidèle, les rapports sociaux dont cette société est constituée. Le banquet est aussi le moment privilégié où les rapports sociaux se renouvellent. Ainsi, par exemple, dans l'Espagne médiévale, le banquet, qu'il soit nuptial ou funéraire, favorisait l'établissement ou la restauration des liens entre différents clans nobiliaires, même s'ils résultaient parfois de violents rixes. Par ailleurs, nous savons depuis les travaux fondateurs de Robert Hertz, de Louis-Vincent Thomas et Pierre-Henri Stahl, également de Claudine Vassas en Roumanie, très intéressant, que le partage de nourriture lors de funérailles est loin d'être un acte socialement anodin. Il lie les morts aux vivants dans un acte de communion quasi transsubstantiel, où manger avec ses morts, c'est manger ses morts, permettant parfois la réincarnation. Là, je vous renvoie au texte de Stahl, je peux vous donner les références si vous le souhaitez. Chez les Gitans, cette crainte du désordre provoqué par les morts est mise à nu et instrumentalisée lors des conflits entre groupes ou individus où, au paroxysme de la violence verbale, les insultes irrémissibles sont celles qui engagent de façon étroite les morts au processus digestif. Mange tes morts. Alors, c'est une insulte extrêmement grave, que ce soit chez les Manouches de France, relevé par Williams, le Slovensko Roma relevé par Piazzeri en Italie, ou les Sinti Emiliani également relevé par Trevisan en Italie du Sud. Elles impliquent irrémédiablement une rixe
et peuvent se solder par de graves blessures, parfois létales, ou l'exil d'une famille. À Morote et à San Juan, l'insulte majeure des Gitans est « je chie sur tes morts », qui, en reprenant une insulte largement répandue dans le sud de l'Espagne, qui est « je chie sur Dieu », évoque également le processus digestif. La consommation de ses propres morts n'est-elle pas le paroxysme de la transmission, celle où par la digestion, l'identité de l'ascendant vient perturber ce que l'homme a de plus intime, sa descendance, c'est-à-dire une interférence au niveau du groupe politique, sa filiation. En donnant en quelque sorte carte blanche au trépassé pour agir dans le monde des vivants, l'économie du don, fondée sur la générosité, ne pourrait subsister. Et donc l'égalité prônée entre pairs, on considère chez les Gitans qu'on vient dans un monde de frères, perdrait tout son sens. Ce système de filiation de type indifférencié et égalitaire pourrait-il devenir unilinéaire et hiérarchique et laisser apparaître des chefs ou des grands hommes, pardon. Le choix de banqueter ou non pendant les funérailles pourrait-il être un révélateur de la structure sociale d'une société? Donc, j'en reviens à l'exposé de ce matin de Romain Denimal, qui se posait les mêmes questions, mais c'était le pendant en fait de cet exposé-là, puisque justement les banquets funéraires sont très somptueux, contrairement donc chez les Gitans où ils sont interdits. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais un peu nerveuse. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Madame Maurice. Effectivement, bravo pour votre présentation. Alors effectivement, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat ou en direct, n'hésitez pas à vous connecter ou mettre votre micro, votre caméra, etc. Alors moi, effectivement, j'avais finalement des questions parce que dans le développement que vous faites, effectivement, vous appuyez sur cette différence finalement de la coupure entre le monde des vivants finalement et le monde des morts. Et j'avais peut-être une question, c'est-à-dire est-ce que quel est du coup le lien et comment se fait la transmission par rapport aux ancêtres dans cette culture gitane, vu que les liens apparemment sont plus ou moins coupés? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transmission et de lien avec les ancêtres? Justement, on essaie de les éviter. C'est justement pour ça qu'on va éviter de transmettre les surnoms. Les surnoms vont durer que le temps que l'ancêtre éponyme, qui est encore vivant, enfin, c'est pas un ancêtre du coup, est vivant. Après, à son décès, tout le monde va changer très rapidement de surnom. Voilà, on va descendre d'une génération. Oui, donc du coup, c'est la génération suivante qui reprend un peu la mémoire. Est-ce que la génération suivante, du coup, est un peu plus permise d'avoir ce lien avec le grand-père, enfin l'arrière-grand-père ou le grand-père? Alors, on va attendre quelques années, quelques générations plutôt. On va attendre que les générations qui n'ont pas connu cet ancêtre, mais du coup, la mémoire est très courte en fait. S'il y a mémoire, elle va pas se conserver au sein de la famille, mais elle va se conserver au sein des autres familles qui n'ont justement pas de lien direct avec les personnes décédées. Et c'est assez étonnant une société où la mémoire est conservée par les étrangers. Voilà, effectivement. Et est-ce que alors je connais pas du tout le sujet des Gitans ou de cette sphère géographique. Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec les migrations, parce que ces populations-là, est-ce qu'elles bougent beaucoup? Est-ce qu'elles sont fixes, sédentaires? Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec la séparation et le fait de bouger? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vraiment une question ouverte. Je ne sais pas du tout. Alors là, ils sont. Je peux pas vous dire. Je sais pas comment les définir parce qu'ils sont semi-nomades dans le sens où ils ont une résidence. Mais ils sont très rarement à leur domicile parce qu'ils sont ouvriers agricoles et sont la plus grande partie de l'année à l'extérieur pour travailler. Voilà. D'accord.
J'avais une question de Florent Jaudry, alors qui se demandait si c'est pas sans levain était consommé durant ses funérailles. Alors est-ce que c'est effectivement, vous disiez qu'il n'y avait pas vraiment de repas funéraire ou de banquet, est-ce qu'il y a quand même une consommation de pain sans levain? Non, il n'y a que du café, que le café qui est consommé. Et donc, une question aussi de Monsieur Gengenberg. Les gitans ont-ils des ouvertures séparées dans leur maison pour faire sortir les cercueils de l'intérieur? Comme tu dis. Du coup, vu que alors j'essaie de transférer un peu sa question, c'est-à-dire comme il y a cette peur du entre guillemets du venant, est-ce que du coup ils ont des portes spécifiques pour les vivants et d'autres qui seraient pour le mort? Est-ce que ça, il y a une séparation un peu comme l'avait montré Bourdieu au Maroc, par exemple, dans la maison, est-ce qu'il y a des parties réservées? Alors en fait, quand ils sont dans les cuevas, il n'y a qu'une sortie. Les cuevas, il y a la porte principale et ensuite toutes les autres pièces sont creusées à l'intérieur de la roche. Donc il n'y a qu'une seule sortie. Il n'y a pas moyen de sortir à la porte. Et dans les maisons, ils sortent par la porte principale. Mais il est vrai que les gitans, généralement, de manière quotidienne, n'utilisent pas la porte principale. Ils préfèrent sortir par des portes dérobées. Donc, et par conséquent, ça n'a pas d'incidence. Ils le font sortir par la porte principale. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y avait effectivement d'autres questions que j'avais vu qu'effectivement au niveau des durées de temps des veillées, on était à peu près dans des choses qui étaient comparables effectivement avec ce qu'avait présenté Romain ce matin, 2-3 jours. Et du coup, durant cette veillée, est-ce que finalement ça reste silencieux? Alors, à mon avis, ça l'est, vu qu'on n'est pas censé évoquer le nom de ce briquet. On entend les cris des femmes, les cris qui sont régulièrement. C'est parce qu'il y a une énorme crainte également, donc j'en ai pas parlé ici, mais il y a une énorme crainte qui est continuelle, qui manquerait une partie du corps quelque part. D'autant plus quand il y a un accident, mais pas forcément. Donc les femmes vont, alors que le corps des défunts, il est très, on va essayer de toucher au minimum les proches. Donc si c'est une dame, ses filles, ou si c'est un monsieur, ses filles également et son épouse, vont régulièrement toucher le corps, mettre la main à l'intérieur de cercueil pour voir si le corps est entier, s'il ne manque pas quelque chose. D'autant plus s'il est passé par un hôpital. On s'imagine que les médecins vont lui voler une jambe, un pied, je ne sais. Donc régulièrement, ils vont vérifier que le corps est entier. Et c'est un tel traumatisme qu'à chaque fois, il y a des cris terribles, quoi. D'accord. Donc il y a une question aussi de Pierre Leroux sur la musique. Alors est-ce que durant les rituels funéraires, les différents rituels qui ponctuent la cérémonie, est-ce qu'il y a de la musique? Pas de musique. Non. Pas de musique. Effectivement, alors ce que proposait Romain comme question, c'était finalement, est-ce qu'ils arrivent à contourner ou comme ils le font pour pouvoir se nourrir, comme vous le disiez pendant un certain temps, est-ce que pour nommer finalement ce mort, est-ce qu'il y a des formules spécifiques qui permettaient de détourner l'interdit? Pour le nommer? Oui, pendant la veillée, on va beaucoup parler de lui. D'accord. Paradoxalement. Oui, on va beaucoup parler de lui, mais sans le nommer. On va dire il, ou peut-être, il peut arriver qu'on utilise son prénom, parce que le prénom n'a aucune incidence, il est très socialement neutre, on va dire. Ce qui est très important, c'est au niveau social, c'est le surnom, puisque le surnom intègre tout de suite l'individu dans une parenté, donc le relie au vivant. Donc le surnom n'est pas utilisé. On ne va jamais donner le lien. C'est pour ça que c'était très intéressant l'exposé de ce matin, parce qu'on ne va jamais donner les liens de parenté entre les vivants et le défunt. On va sûrement pas. Enfin, c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué qu'on ne va pas les utiliser. On peut, à la rigueur, comme je le disais, utiliser le prénom, mais sinon
on va utiliser un prénom, un déterminant neutre. Voilà, un pronom personnel neutre. D'accord. Est-ce qu'il y avait quoi d'autres remarques, d'autres questions sur ce sujet? Oui. La musique, non, il y avait Pierre redemandait pour la musique, mais il n'y a pas de musique spécifique lors du rituel. Donc de l'information sur les rites funéraires et les festins dans les sociétés d'en face, donc c'est-à-dire les gens qui sont proches ou les gens différents de la zone géographique des Gitans, voilà, qui ont longtemps dominé dans le sud de l'Espagne, les Berbères du Maroc par exemple. Est-ce qu'il y a, vous avez fait des comparaisons justement avec d'autres sociétés proches, plus ou moins lointaines de la même zone? Oui, il y a en Espagne, il y a traditionnellement le partage du banquet funéraire, oui, pour nourrir les personnes qui viennent de loin. Pour ce qui est des les Berbères du Maroc, je ne connais pas. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a le partage du pain. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Non, c'est très spécifique aux Gitans en Espagne. Voilà. D'accord, d'accord. L'Espagne, c'est spécifique aux Gitans. Voilà. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je propose, je remercie en tout cas encore Nathalie pour votre intervention. Il y avait une grande question peut-être de Pierre, si tu veux prendre la parole. Oui, enfin, excusez-moi, c'est plus une précision enfin, qui m'intéresserait, mais c'est pas du tout une critique. C'est en ce qui concerne justement les populations marocaines, je pensais plutôt à ceux qui sont immédiatement proches, c'est-à-dire dans les enclaves espagnoles, notamment au Maroc, et qui sont pour certaines très très anciennes, et puis qui comportent des berbérophones évidemment, des arabophones, mais aussi des réfugiés musulmans de l'époque de la Reconquista qui ont fui en Maroc et qui se sont réinstallés parce qu'ils avaient une culture différente. Il y a quelques enclaves, je ne me rappelle plus. Et puis d'autre part, il y a aussi, oui, et il y a aussi des gitans, en moindre nombre peut-être, mais dans le Maghreb et l'Afrique du nord-ouest, de l'ouest en fait, enfin nord-ouest, Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, je ne sais pas quelle densité, mais il doit y en avoir un peu. Donc, est-ce que vous avez des informations sur ces groupes-là? Est-ce que c'est similaire ou est-ce que c'est très différent? Parce que c'est en plus chez les Gitans, il y a beaucoup de communautés différentes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là je vous ai fait un exposé sur les Gitans parce que j'ai vécu avec eux quelques années et que je me sentais plus légitime d'en parler. Mais effectivement, ma recherche ne porte sur ce qu'on appelle de manière générique les tziganes, parce que malgré cette crainte des morts, quand les Roms, par exemple, de Roumanie, pratiquent le banquet funéraire, et ils appellent ça la koliba, et ils partagent le pain et mangent de la viande, enfin tout ce qui est prohibé pour les Gitans d'Espagne. Donc c'est très intéressant de faire une étude comparative. Et actuellement, c'est mon travail de recherche, effectivement. Et en ce qui concerne les Gitans d'Espagne, j'étudie, puisque beaucoup de Gitans deviennent évangélistes, un culte, ce qu'ils appellent le culte, devient très très important en Espagne. Bon, pas à Morote ni San Juan en particulier, parce que comme ils me disent eux, on les jette à coups de pied dans le derrière, voilà, c'est ce qu'ils me disent, ça les intéresse pas. Mais ils sont très 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 nombreux les Gitans qui se sont convertis. Et justement, ça m'intéresserait de voir qu'est-ce qu'il en est justement pour les convertis. Parce que la musique devient très importante, la musique rituelle, je dis. Et je fais une étude comparative justement avec d'autres groupes dits tziganes et puis aussi avec les Gitans d'Espagne qui sont convertis. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et donc, il y avait juste une précision de Florence sur la fabrication de la koliwa. Voilà, c'est ça. Les tziganes de Roumanie, apparemment, consomment la koliba. Oui. D'accord.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre intervention, qui était très intéressante et très enrichissante sur ce sujet. Et je laisse la parole à Florent, qui va nous présenter avant le film, qui vous présente le film en fait, qu'on va projeter tout à l'heure.